J'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans notre tout nouveau studio plus style maison avec notre député Sébastien Lemire pour un café avec votre député. Bonjour François. Je te lève moi aussi ma tasse. Bienvenue tout d'abord C'est beau chez vous? Dans notre nouveau plateau. C'est ce qui nous servira de maison pour nos émissions. Ben, s'il n'y a pas grand-chose qui me peut me rendre plus fier, François, depuis que je suis élu, que le moment présent d'inaugurer ton studio. Tu sais, la politique nous amène à vivre des choses qu'on n'aurait jamais pensé vivre dans notre vie. Tu sais, on se sent très humble quand même, mais là, c'est un honneur personnel que je reçois avec... je peux même pas dire avec humilité, sincère. Non, mais je suis très, très touché. Puis, bon, on a parlé souvent des processus que vous avez engagés là-dedans. Beaucoup de temps, mais effectivement, ça le fait. Merci beaucoup. Je suis très content d'inaugurer ça avec toi. Merci à toi d'avoir accepté. On va parler d'un sujet qui est un peu moins léger. On va parler tout de suite de la situation en Ukraine. Évidemment, ça relève de compétences fédérales là, pour ce qu'on peut faire au niveau. On en est où au niveau fédéral pour l'aide vers l'Ukraine ou qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il y a beaucoup d'angles dans ta question. Je pense qu'un des premiers qui préoccupe les gens ici en Abitibi-Témiscamingue, c'est de voir comment eux, individuellement, peuvent aider. On le sait que l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue, le peuple ukrainien en fait partie. On a des vestiges de ça. Bon, si on prend proche d'ici, là, à la source, il y a le cimetière qui est un des vestiges de la présence ukrainienne. On sait l'église ukrainienne à Rouyn-Noranda et du côté de Val-d'Or aussi. La population est mobilisée. On le voit, il y a un groupe Facebook notamment d'entraide Ukraine-Abitibi-Témiscamingue. 3 filles particulièrement, Rebecca, Julie, Magali, qui sont très actives pour voir comment on peut être une terre d'accueil. Et donc, de ce côté-là, c'est un des volets de ta question. C'est pas rapide du côté fédéral. Ça va faire à peu près 2 semaines là, qu'on nous dit que les mesures sont en train d'être mises en place, mais comme bien des choses, ça prend du temps. Évidemment, Ottawa va nous dire bon, ben, il faut s'assurer qu'on ne soit pas une terre d'accueil de gens qu'on n'aimerait pas accueillir. Donc, il y a des vérifications qu'il faut se faire. Bon, là-dessus, un bémol parce que, à la limite, si c'était simple, il pourrait passer par le chemin Roxane puis s'en venir, ce qui fait qu'il y a une incohérence de ce côté-là de la part d'Ottawa qui me chatouille pas mal dans les circonstances. Il me semble qu'on verrait une demande qui vient de l'Ukraine, on pourrait la passer rapidement puis faire en sorte qu'elle soit acceptée. Cette demande-là a été faite de la part du Bloc québécois de faire en sorte que les gens qui sont de l'Ukraine et qui sont actuellement sur notre territoire, qui ont un visa, puissent être prolongés automatiquement. Puis s'il y a des demandes en cours, bien, qu'ils puissent être accélérés. Ou simplement qu'il n'y ait plus de demande de visa de la part des gens qui viennent de l'Ukraine. Ce qu'on nous répond du côté d'Ottawa, c'est qu'actuellement, bon, le visa va être prolongé, mais sur couvrir une période de 2 ans, ce qui est déjà un pas intéressant, mais le principe du visa va demeurer. Pour des raisons essentiellement de sécurité, comme on nommait tantôt. Donc, il y a un pas qui est fait de ce côté-là. Moi, une des choses qui me préoccupe actuellement, c'est comment qu'on peut être une terre d'accueil. Ce qui est dans la Cour du fédéral là-dedans, c'est de cibler le nombre de réfugiés qu'on pourrait accueillir au Canada et les conditions d'accueil. Et après ça, c'est Québec qui va gérer ça. Ce qu'on a vu la semaine passée, j'imagine que vous l'avez vu passer, là, c'est une liste de... Bon, c'est l'UMQ qui avait sorti ça, 14 villes au Québec qui seraient des lieux potentiels d'accueillir des gens. Après vérification avec la ville de Rouyn-Noranda, qui eux-mêmes ont appelé à l'UMQ, pas trop contents, et la ville de Val-d'Or aussi a participé à ces démarches-là. Ce qu'on constate, c'est que c'est une vieille liste qui n'a pas été mise à jour depuis longtemps, mais sur lequel il faut quand même demeurer vigilant sur justement quel message que ça envoie. Puis moi, la préoccupation que j'ai, bien, est-ce que c'est qu'on considère qu'on n'a pas les infrastructures d'accueil pour les nouveaux arrivants ici? D'abord, qu'est-ce que ça prend? Des gens mobilisés, des gens qui veulent accueillir, on les a, les villes sont mobilisées, au Témiscamingue aussi, de ce côté-là, mais il y a aussi les services qu'on offre. Et là, moi, ça me ramène l'urgence de mettre de la pression, puis c'est ce que je compte bien faire dans les prochaines heures parce que là, je m'en vais par la suite de notre enregistrement à Ottawa directement. Le président Zelensky, le président de l'Ukraine, va faire une allocution à la Chambre des communes. On veut s'assurer d'une présence en personne pour ajouter, même si lui va être en virtuel, ajouter à l'importance de l'événement, puis donner le message que son message il est important pour les Québécois, pour les Canadiens. Très curieux de savoir aussi quelle demande qu'il va nous formuler. Évidemment, on s'attend à beaucoup de choses au niveau de l'OTAN, au niveau d'une présence peut-être plus militaire qui est un peu plus sensible. Mais sur ce qui est de notre capacité d'accueil, je vais interpeller, c'est ça, les ministres qui sont responsables de ça, qui puissent cibler la région de l'Abitibi-Témiscamingue parce qu'on a déjà eu
de passer par les mines, par l'agriculture. Ce sont deux types de professions qui sont très présentes là-bas, qui sont présentes chez nous. Donc, pouvoir agir, mais si c'est parce qu'on n'a pas de personnes chez Service Canada pour pouvoir offrir les services en matière d'immigration, bien ça, c'est un problème parce qu'on ne l'a pas, ça. Puis il faut s'assurer qu'on puisse l'avoir. Les gens qui sont dans les bureaux de Service Canada, dans chacune de nos chefs-lieux d'MRC, pourraient offrir ce service-là. Ça serait très utile pour les gens eux-mêmes, pour nos entreprises aussi. Est-ce que c'est le besoin d'un médecin qui puisse, en lien avec le fédéral, collaborer et corroborer les données biométriques, par exemple, pour s'assurer que le dossier est conforme plutôt que de retourner à Montréal, à Gatineau, et qui prend 3 jours de travail pour cette personne-là. Donc, moi, je veux questionner cet aspect-là, mais je pense que c'est ma responsabilité aussi de nommer cette possibilité-là pour s'assurer de revendiquer le service, pour qu'il puisse être offert, parce qu'on a déjà les lieux d'accueil, puis je pense que les gens qui sont dans les bureaux de Service Canada pourraient être très intéressés à offrir ce service-là. J'imagine que c'est plus simple pour les Ukrainiens qui sont déjà au pays versus des gens qui ont fui leur maison, qui n'ont pas nécessairement parti avec leur passeport puis tout à fait. tous les documents. Bien, tout à fait. Puis effectivement, là, ce qu'on constate, c'est qu'il y en a à peu près 2 millions qui ont quitté l'Ukraine. Il y a un potentiel de 7 millions d'Ukrainiens qui pourraient être, selon ce qu'on évalue, en direction d'autres pays limitrophes. Après ça, ben, est-ce qu'on peut organiser aussi peut-être un vol direct, évidemment pas de l'Ukraine, parce qu'il y a tout un enjeu sur les vols, les avions qui survolent cet espace aérien-là. Mais de la Pologne, est-ce que ça pourrait analyser un avion directement vers le Canada, vers Montréal, par exemple? Et de là, comment on peut tirer notre épingle du jeu pour pouvoir être une terre d'accueil? Moi, comme je dis, c'est une économie qui est beaucoup basée sur les ressources naturelles. On le sait pour les mines, on le sait pour l'agriculture. Donc, pourquoi pas être un lieu qui soit accueillant, surtout qu'il y a des gens qui se mobilisent, des dizaines de personnes en Abitibi-Témiscamingue pour offrir de l'entraide, des logements, des vêtements. Donc moi, je suis très, très sensible à ça. J'aimerais ça qu'on puisse tendre la main, nous aussi. Là. On a vu Justin Trudeau en tournée la semaine dernière, justement pour aller voir les installations du Canada proches au niveau de l'OTAN. On est allé voir les dirigeants mondiaux aussi en Europe. Est-ce qu'on a l'impression qu'on en fait assez? Ou... C'est difficile d'en faire plus. Parce que, bon, le Canada étant ce qu'il est, on n'a pas nécessairement la crédibilité d'abord militaire. C'est un conflit militaire. Mais il y a un message quand même d'unité. Moi, la stratégie canadienne en ce moment, je pense que, bon, on est dans une approche de collaboration. Puis je pense que le Canada agit bien dans les circonstances. L'approche des sanctions économiques est somme toute la bonne au départ. On voit que ça fait mal à la Russie, qu'eux avaient en tête un conflit qui soit très court, très, très vif, et après ça, on se retire. Puis donc, la capacité de la Russie de gérer à travers le temps, ça, c'est pas prouvé. J'entendais à la radio quelque chose de pas banal, mais tu sais, si l'hiver finit, puis on tombe au printemps, puis tous les chemins deviennent boueux, ça va être drôle de voir les tanks qui vont peut-être pouvoir s'enliser là-dedans. Tu sais, peut-être que la solution vient dans un changement de saison, notamment. Ça reste à voir. Donc, l'OTAN a à prendre des décisions. L'OTAN à avoir, ça ne se manifeste pas nécessairement positivement pour une intervention militaire. Ce qui est peut-être la bonne chose à faire, parce qu'on sait que s'ils mettent le pied là-dedans, ben là, on déclenche tout le jeu des alliances et peut-être là une 3e guerre mondiale que personne ne souhaite. T'sais, si le but, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de morts possible dans les circonstances, c'est pas par une offensive militaire qu'on peut agir. Donc, le Canada a été, somme toute, généreux, d'abord de matériel non létal, donc qui ne vise pas à tuer quelqu'un, l'aide pour tous les médicaments, des équipements de protection et autres. Je voyais beaucoup de gens qui ont été généreux aussi pour acheter des Airbnb là-bas pour faire en sorte que l'argent s'en aille directement à des citoyens sur place. Les options d'adoption aussi qui se sont manifestées, ça là-dessus, un bémol qui est donné, c'est de s'assurer que ce soit vraiment des enfants orphelins plutôt que des gens qui se retrouvent dans un trafic humain dans le contexte. Ça, c'est des enjeux qui sont sensibles. C'est pour ça que je comprends le fédéral d'agir rapidement et de prendre son temps, de faire des vérifications dans plusieurs choses. C'est ça. C'est donc les sanctions économiques, je pense, atteignent leur point culminant. Après ça, ben, c'est de voir comment on peut agir en étant toujours de plus en plus près des frontières sans nécessairement la traverser. Mais ce que fait le Canada actuellement, ça m'apparaît correct, tout en étant conscient que le Canada n'est plus plus la crédibilité de Lester B. Pearson d'un casque bleu, etc. Là. Tu parles de sanctions économiques. Monsieur, madame, tout le monde qui est assis à la maison se dit « Ouais, mais une sanction économique, ça a-tu vraiment un impact? » Ça, c'est la question que monsieur, madame, tout le monde se pose à la maison. Bien, moi, je pense que oui, dans mesure où coupe tous les comptes en banque des individus, des citoyens, des compagnies, toutes les transactions qui se font internationalement. Donc, quand ils vendent du pétrole un autre pays, le pays ne peut plus l'acheter nécessairement. Donc, c'est des revenus qui ne rentrent plus. Évidemment, je pense que Poutine s'y était préparé, mais jusqu'à un certain point.
La Russie est quand même riche de ses ressources naturelles à l'intérieur de son pays. C'est aussi ce que je pense qui explique pourquoi cette guerre-là en Ukraine est importante. C'est pour s'approprier ces ressources naturelles-là, tant au niveau de l'agriculture qu'au niveau des minéraux critiques stratégiques, les mêmes qu'on a ici en Abitibi-Témiscamingue, évidemment, qu'on pense au lithium notamment. Donc, il y a cette géopolitique-là qui est là. Puis il faut savoir aussi que l'Ukraine, c'est un lieu de passage important entre la Russie et l'Europe. Et l'Ukraine se tourne de plus en plus vers l'Europe. Donc, si on ne passe pas par la terre, par l'Ukraine, on doit passer par la mer Baltique ou la mer du Nord. Donc là, on est pris là, de ce côté-là. La mer Noire, pardon. On est pris de ce côté-là. Quand on pense à Eurostream 2, ben, il passait notamment dans la mer. Fait qu'il y a tout ça qui est spécial en ce moment. Donc, est-ce que des mesures, des sanctions économiques, ça fait son effet? La réponse, c'est oui. C'est pour ça que je pense que pas Trump, beau lapsus, que Poutine a l'urgence d'agir à court terme parce que éventuellement il va se sentir peut-être étouffé. Mais après ça, c'est de voir, une fois que le conflit va être donné, sur quelle base on va ramener la paix. Je pense qu'il y a des gens qui vont être très déçus des enjeux de collaboration qu'on n'a pas le choix de donner. Parce que trop souvent dans l'histoire récente, on se rend compte qu'humilier un pays qui a fait la guerre a juste donné les graines de la nouvelle guerre. Qu'on pense évidemment à la Première Guerre mondiale et l'Allemagne nazie, qui aura donné le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Puis la Russie aussi, suite à la guerre froide, est-ce qu'on aura pris des ententes? Est-ce qu'on aura humilié l'ex-URSS à un point que finalement, ça aura fait germer chez Poutine et chez d'autres Russes la volonté de se venger? Et ça, la vengeance, c'est jamais bon. Non, effectivement. On va clore ce sujet-là. On va revenir après ça, au retour de la pause, sur la fameuse loi des mesures d'urgence qui a été pas mal dans les dates de la dernière émission. Donc, on va revenir là-dessus. On fait une courte pause. Vous possédez une entreprise, un commerce ou faites partie d'un organisme et vous souhaitez augmenter votre visibilité? Vous souhaitez faire la promotion d'un événement, d'un produit ou d'un service? Médiaté a la solution. Nous pouvons maintenant créer pour vous une capsule promotionnelle animée. Profitez de cette belle nouveauté afin de vous démarquer et capter l'attention de votre public. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations. Octobre dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre la polio. Et là, vous Alors là, Sébastien, tu retournes après l'émission du côté d'Ottawa. Un Ottawa plus tranquille que la dernière fois qu'on s'est parlé, parce que la dernière fois, on va se le dire, c'était assez cacophonique. C'était dans toute la manifestation et tout ça. Et il y a eu la fameuse loi des mesures d'urgence qui a été adoptée juste après l'émission, là, en fait. Bien, ça a été un contexte, moi, sincèrement, que j'aurais jamais voulu vivre comme parlementaire, qui m'a questionné énormément d'un point de vue personnel, d'un point de vue éthique, d'un point de vue philosophique. Donc oui, on était dans un contexte dans lequel, bon, je l'ai nommé à cette émission-ci, bon, les camions n'avaient pas leur place. Dès la fin du jour 1, à partir du moment qu'on n'est plus dans une manifestation, mais qu'on est dans une occupation, un siège du Parlement canadien, ils devaient quitter. Je pense que l'intervention militaire ou policière était absolument nécessaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne critique pas, bien au contraire. Puis bravo aux policiers d'avoir pu faire ça de façon la plus efficace possible, sans nécessairement de blessure. Bon, évidemment, j'ai été très choqué de voir une dame d'un certain âge se faire renverser par un cheval. Là. Ça nous a questionnés. Mais somme toute, les manifestants qui étaient sur place étaient dans un message plutôt pacifique. Et la réponse d'une loi des mesures d'urgence m'apparaissait complètement démesurée. Je dis pacifique. Bon, on s'entend que le message des camionneurs a évolué beaucoup. Là. On partait de vouloir permettre aux camionneurs non vaccinés de traverser la frontière. En fait, ils ne pouvaient pas traverser du côté des États-Unis, mais de revenir au Canada. Et donc, il y avait tout ça, mais le message a évolué. Évidemment, on se questionne énormément sur d'où vient l'argent
qui finançait ces groupes-là. Pour moi, c'est pas tant nécessairement les manifestants sur place qui avaient un discours qui est légitime de dire, bon, mais est-ce que les mesures sanitaires ont atteint une fin? Est-ce que l'action des gouvernements... Ben, bref, le droit de manifester, que ce soit, je suis d'accord ou non, est un droit fondamental auquel je pense qu'il faut s'assurer toujours de protéger dans notre démocratie. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'on est allé beaucoup plus loin. Il y a un pont la même fin de semaine qui a été, avant l'adoption des mesures d'urgence, le pont Ambassadeur à Windsor, qui a été libéré sans l'utilisation de la loi des mesures d'urgence. Mais pourquoi on est arrivé là? C'est que je pense qu'on voulait protéger l'image politique de Justin Trudeau. Ça faisait 3 semaines que les camionneurs étaient sur place. Au lieu d'agir en amont, parce que partir de la Colombie-Britannique, s'en venir avec son camion, puis on l'a vu à Québec, là, ouais. C'était prévisible, ben, tu bloques l'accès au Parlement. Les gens peuvent venir à pied quand même, mais ne s'installent pas dans leur truck dans lequel ils ont tout un chargement pour pouvoir avoir de la nourriture en réserve et tout ce qu'ils ont besoin, puis un espace pour dormir dans leur camion. T'sais. Mais ils se sont installés, ils ont protesté et... c'était une image qui était gênante pour le Canada. Qui finançait ça? Ça, pour moi, ça reste quelque chose d'entier. Est-ce que c'est des gens de l'extérieur du pays? Est-ce que c'est des Américains qui ont avantage à voir le Canada un peu plus chaotique parce qu'on veut rapatrier toute l'économie de l'automobile, notamment du côté de leurs frontières? Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est... Peu importe qui sont les motivants, les motivations de ça, il y a des gens qui avaient avantage à ça. Ça, c'est l'aspect qui était dangereux. L'utilisation de la loi des mesures d'urgence permettait notamment de geler des comptes en banque de gens qui auraient été actifs. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi les conséquences de ça quand on posait des questions? On n'a pas de réponse. C'était des gens qui auraient pu dire, ben moi, je suis d'accord avec ces mesures-là, et qui manifestent puis disent, ben moi, je vais leur envoyer un 20$, un 100$. C'est quoi les conséquences sur leur compte en banque? Visiblement, il n'y en a pas eu quelques semaines après, mais on ne sait pas l'impact à long terme. Est-ce qu'il se retrouve à être blacklisté? Quelles actions a pu faire le gouvernement pendant les 9 jours, 10 jours où cette loi-là a été effective? Parce qu'elle a été effective dès le 14, donc dès qu'elle a été en jeu. Le débat a commencé le jeudi. Moi, j'ai pris la parole vendredi à 7h, samedi matin à 7h15 le matin, et le lundi, on faisait un vote. Un vote que les libéraux et le NPD se sont manifestés pour et qui a eu la majorité du Parlement. Ce qui permettait à cette loi-là d'être effective encore pour au moins une semaine. Et, à mon sens, la lecture que j'ai faite, le Sénat devait voter le mercredi soir et coïncidence, oups, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que je pense que les sénateurs auraient rejeté ça. Au lieu d'avoir l'affront de la part de Justin Trudeau de dire « ben moi je vais perdre ce vote-là », ben il l'a révoqué par lui-même. Entre-temps, quel dégât il a pu faire, quelle information il a pu ramasser. On se souvient, là, c'est la même loi qui a été utilisée, qui a changé de nom, qui a des vocations un peu plus démocratiques. Le Parlement doit valider certaines choses qui n'avaient pas à faire avec la loi des mesures de guerre dans les années 70, mais ça l'a servi à traumatiser une grande partie militante du mouvement souverainiste dans les années 70, pour ne pas le nommer. Et c'est les mêmes racines de cette loi-là, qui pour moi est complètement démesuré de l'avoir utilisé, c'est d'utiliser la bombe atomique des droits constitutionnels pour pouvoir faire passer un message de communication, moi, dans les circonstances. Et j'ai eu beaucoup de communication des gens, des citoyens qui ne comprenaient pas notre position du Bloc que de dire, bon, mais regarde, pourquoi vous êtes contre ça, le fait qu'on enlève les manifestants de là? C'est pas le fait que la police intervienne, ça, je pense que ça devait être fait depuis même le jour 1. C'est le fait d'avoir utilisé ça, d'attaquer les droits fondamentaux des individus qui, pour moi, était beaucoup trop loin. C'est un débat que j'ai trouvé très difficile et qui, tu sais, je me permets juste de nommer, ironiquement, le lendemain commençait l'invasion de la Russie en Ukraine. Et là, tu as vu le peuple ukrainien adopter, c'est quoi une véritable loi des mesures d'urgence ou de guerre, quand que les hommes de 18 à 65 ans ne peuvent plus sortir de l'Ukraine parce qu'ils doivent s'enrôler et prendre des armes. Et nous, on l'a fait, pourquoi? Pour une manifestation de quoi? 15 000 personnes qu'on dit, dont on a pu faire sortir sans ça. Et des situations qui se réglaient. On voyait la loi arriver et l'ensemble des situations commençaient à se régler, sauf à Ottawa. Et à Ottawa, pour moi, il y a eu un manque de leadership qui a été fait de la part du gouvernement fédéral, qui, pendant 3 semaines, quand on questionnait pourquoi vous n'envoyez pas la police, pourquoi vous ne faites pas une police, une coordination de différents secteurs de police, parce qu'on sait que la SQ a participé à l'opération, pourquoi vous ne prenez pas du leadership, pourquoi publiquement vous ne parlez pas à ces leaders-là, aux manifestants, pour essayer de voir c'est quoi les terrains d'entente possibles? Rien n'a été fait. On arrive à la dernière minute avec une position totalement extrême. En tout cas, moi, je suis...
Je me suis opposé avec fermeté à ça et c'est à refaire, je refais la même chose. Puis c'est un débat que j'ai trouvé très préoccupant, surtout de banaliser l'utilisation des mesures d'urgence comme ça a été le cas là. Et j'ai peur du précédent qu'on crée. Tu sais, si on arrive avec un gouvernement, puis permettez-moi d'être dans politique fiction un peu, avec un gouvernement conservateur dans quelques années qui décide de dire, bien, dans l'intérêt national, économique et stratégique et la paix sociale, bien, il faut protéger un pipeline. Et il faut que le pipeline traverse un corridor. Exemple le Québec ou peu importe, et tous les opposants qui sont là, qui légitimement vont vouloir dire non, le pipeline ne passe pas chez nous, bien que l'armée puisse investir, qu'on utilise cette loi-là et qu'on démonise les manifestants qui, pour des raisons là, nobles, environnementales, décident de s'opposer à l'intérêt économique canadien. Il y a un précédent que j'aime vraiment pas là-dedans. Okay. On va rapidement vers la pause parler du poids politique du Québec. Il y a une motion qui a été adoptée récemment. Ben oui, j'en suis pas peu fier parce que c'est une motion qui a été déposée par le Bloc québécois. Donc, on a une journée d'opposition, on en a 2 par saison au Bloc québécois et on a pris une de ces journées-là pour parler du poids politique du Québec. Pourquoi? Je n'avais déjà parlé il y a quelques mois, c'est qu'on a annoncé une redécoupage de la carte électorale. Le Québec passait de 78 à 77 circonscriptions. L'Ontario gagnait un siège, le Colombie-Britannique en gagnait un, l'Alberta en gagnait 3. Si le redécoupage se fait comme ça. Donc, à la base, s'assurer d'entrée de jeu de dire, regarde, on ne veut plus que le Québec perde de sièges. Puis après ça, il va y avoir une deuxième étape, c'est de se dire, est-ce qu'on reconnaît que le Québec est une nation fondatrice, et devrait avoir 25%, un quart du poids politique du Québec. Donc là, est-ce qu'on devrait avoir, au lieu de 78 sièges, en avoir 10 de plus pour pouvoir représenter le poids politique d'une nation qui, dans un pays de diversité d'opinions, de points de vue, de réalité, devrait représenter un poids politique équivalent à 25%. Voilà, je t'avais dit rapidement parce que le temps passe extrêmement vite. On va aller faire une courte pause. On vous revient après ces quelques messages. Alors, on a quelques mini-questions qui titillent notre public, évidemment, à chaque émission. Et là, je t'entendais avant l'émission avoir la volonté de faire la traversée du parc avec ton véhicule électrique. Ça m'amène à la question prix de l'essence, qui est assez élevé au moment d'enregistrer. Qu'est-ce que le fédéral peut faire? On sait que la taxe d'assises, c'est 5 %, la partie du fédéral. Est-ce qu'il y aurait vraiment coupé là-dedans? Moi, j'avoue que je ne suis pas de cette école-là. D'abord parce que le gouvernement a besoin de revenus et que même pour lui, l'augmentation des coûts de carburant a des impacts importants sur son budget. On est dans un débat dans lequel est-ce qu'on fait une transition énergétique. On sait que le prix de l'essence amène un intérêt des consommateurs à se tourner vers des véhicules électriques. Là, il y a un problème parce qu'il n'y en a peut-être pas assez dans les concessionnaires et ça prend du temps à les obtenir, mais il y a un enjeu là de ce côté-là. Je pense qu'il faut être capable d'aider nos entreprises de différentes façons, particulièrement puis les gens les plus vulnérables, ceux qui sont dépendants d'une voiture et qui n'ont pas les moyens d'encaisser cette hausse-là. Mais d'aller nécessairement par couper le prix de l'essence parce qu'on sait que c'est des pourcentages qui se rajoutent au coût, à la marge des détaillants puis à l'offre et la demande d'acquérir le pétrole. Donc, comment qu'on fait pour les aider? Ça, je pense que c'est autre chose. Est-ce que c'est une mauvaise chose à moyen terme et à long terme pour notre économie de dire, regarde, le prix de l'essence est élevé, si ça fait en sorte que les gens se tournent vers l'électrique massivement, qu'on fait en sorte qu'on investit dans nos infrastructures de bornes rechargeables rapides, particulièrement en région pour des longues distances? Moi, je pense que ça ne me questionne pas, mais après ça,
Parallèlement à ça, est-ce que le gouvernement va augmenter le prix de l'électricité de façon importante? Pour différentes raisons, il pourrait le faire parce que l'indice des prix à la consommation augmente énormément. Tu parles d'électrique, justement. Bon, il y a la fameuse subvention fédérale. Il y a une subvention provinciale, une subvention fédérale qui se base sur le prix du véhicule. Les véhicules électriques sont de plus en plus chers. Est-ce qu'il faut en faire plus ou est-ce qu'on laisse ça comme ça? Bien, moi, je suis de l'école qu'il faut en faire plus, puis il faut être généreux pour faciliter la transition vers des modes de véhicules électriques ou zéro émission ou minimum hybride. Le gouvernement a tout avantage à le faire parce qu'il y a un prix à la pollution aussi. Il faut se le rappeler, là, tout l'impact du smog, tout l'impact de la pollution, ça coûte énormément cher sur notre système de santé. Et plus on est généreux, plus l'offre de véhicules va être présente dans notre région. L'exemple de la Californie, qui est un État très généreux envers sa population en offrant des crédits d'impôt, achète plus de véhicules électriques. Ah ben coïncidence, c'est là où c'est le plus facile d'acheter des véhicules. C'est là où les compagnies, que ce soit les Ford, Toyota, Chevrolet et autres, envoient le plus de leurs véhicules. Donc, on est dans une pénurie mondiale parce qu'il y a les fameuses chips qui sont disponibles, qui sont plus difficiles à obtenir, mais eux autres n'ont pas de difficulté à s'acheter de nouveaux véhicules. Donc, si on avait des crédits d'impôt pour des véhicules neufs usagés beaucoup plus généreux, bien, probablement qu'on stimulerait l'achat de ces véhicules-là, on ferait rouler l'économie. Bon, elle n'a pas besoin de rouler tant que ça ces temps-ci, on s'entend, puis elle est déjà assez... on est déjà dans un contexte d'inflation, mais ça ferait en sorte que les véhicules seraient beaucoup plus faciles à obtenir. Ça me fonctionne comme ça dans le marché. Voilà. On a vécu le début de la pandémie ensemble dans l'émission. On commence à se sortir de tout ça. La majorité des mesures ici au Québec qui sont retirées. On est à moins de 2 mètres. On a pu se rapprocher à 1,98. Ouais, là, nos sièges ici dans la configuration du studio. On commence à enregistrer des émissions à 1 mètre. Comment on se sent de sortir de tout ça? Bien, moi, je demeure quand même vigilant. Je prends pas pour acquis qu'il n'y aura pas de 5-6e vague. Par contre, je pense que ça fait du bien à tout le monde que d'avoir un peu de laisser-aller. Bon, moi-même, j'ai eu la COVID durant les fêtes. C'était le bon moment de l'avoir. Je ne vais pas annuler rien. C'est un moment en famille, donc un moment de repos qui a été propice à ça. Ça ne m'a pas fait si mal que ça, tu sais. Fait que c'est sûr que ça amène à réfléchir sur les conséquences. Le fait que la très large majorité de la population est doublement vaccinée. Moi, dans 2-3 semaines, je vais faire aller chercher mon 3e vaccin parce que j'avais une immunité de ce côté-là. Je suis moins inquiet sur la capacité de la poignée et l'impact que ça peut avoir sur mon corps, mais on le voit que la Chine, en ce moment, il y a une ville de 17 millions d'habitants qui est en ce moment confinée. Donc, c'est pas fini cet enjeu-là. Il faut demeurer patient, vigilant. Je pense garder une certaine distance tout en étant conscient qu'il y a d'autres enjeux, notamment tout l'impact de la santé mentale, tout l'impact de l'importance de retrouver une vie sociale. Je pense qu'on a tiré l'élastique au maximum. Tout l'enjeu de la manifestation des camionneurs aussi a prouvé l'impatience qu'avait une partie de la population assez importante. Donc, je pense qu'on peut se réjouir de ça sans nécessairement célébrer en sautant d'un bras à tout rompre, là. Il y a eu quand même certains assouplissements au niveau fédéral aussi, au niveau des tests PCR au retour et tout ça. Non, tout à fait. Satisfait de ces essais. Et oui, et je pense que c'est dans l'air du temps de ce qui doit être fait. Par contre, on a une responsabilité individuelle là-dedans. Et ça, pour moi, ça demeure quelque chose d'important. Finalement, on n'a toujours pas de budget fédéral. On n'a pas de date encore. Ça s'en vient, ou du moins, est-ce que dans la prochaine émission, on va en parler? Est-ce que... Comment c'est le temps? Bien, la ministre Freeland se l'est fait reprocher parce qu'elle a accompagné le premier ministre Trudeau en Europe la semaine dernière. Puis, dans une des questions d'un journaliste, ça a été « Vous n'étiez pas en train de supposer d'écrire un budget, vous? » Fait que ça devrait s'en venir. Ça a été assez tard l'année passée. Bon, nos attentes sont à finir de définir là-dessus, mais tu sais, personne ne va être surpris si je vous dis que c'est les transferts en santé, parce que ça n'a toujours pas été fait, puis donc d'augmenter à 35% les transferts, et les aînés, de pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir une augmentation de la pension de vieillesse de 110 $ par mois. Et justement, on va en parler rapidement. Je vois qu'il nous reste à peu près une minute. Au niveau des aînés, vous allez envoyer une communication par courrier très bientôt. Donc l'envoi de circonscription, ce que les gens reçoivent par la poste, bien, ils ont fait sous forme de pétition cette fois-ci. Donc, si vous êtes d'accord avec cette mesure-là, d'augmenter le pouvoir d'achat de nos aînés de 110 $ par mois dès 65 ans, parce que là, il va y avoir quelque chose en juillet qui va commencer, mais c'est 75 ans seulement, puis c'est à peu près 50 à 60 $ par mois. Donc, ce qui ne couvre pas même l'inflation qu'on vit en ce moment, qui est très forte.
Bien, si vous êtes d'accord qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat de nos aînés, on vous invite à remplir cette pétition-là. L'envoyer par la poste, pas besoin de time parce que ça s'en va au bureau de député, comme dans le temps de Réal Cahouette. Sébastien Lemire, Ottawa, ça va se rendre. Et donc ça, l'idée, c'est de mettre de la pression sur le ministre puis de dire, regarde ça, ce combat-là, on ne l'abandonnera pas. Pour nous, c'est un enjeu de dignité. Donc, on passe à la prochaine étape de ce côté-là. M. Lemire, merci beaucoup. Encore une fois, merci d'être passé dans nos studios pour cette première émission de ce côté-ci du plateau. Encore une fois, merci beaucoup, François. Santé. Merci et à on toute se ton dit équipe. au mois prochain. Merci.